mesdames et bonsoir chers messieurs, j'espère que vous allez bien et que la semaine a bien démarré de votre côté. Moi également je vais super bien. Bienvenue dans votre émission 100% féminine, Elle, votre émission consacrée à la femme et pas seulement à la femme parce qu'ici on aborde tout un ensemble de sujets ou tout un ensemble de thématiques importantes que ce soit pour la femme mais aussi pour la société de manière générale. Alors vous, chers messieurs, ne vous sentez pas exclus en ce qui concerne cette émission parce que vous êtes les bienvenus, vous avez même le devoir de l'écouter. Vous devez accompagner vos épouses ou alors vos compagnes si vous voulez. Aujourd'hui encore, on parlera des sujets plutôt importants, que ce soit pour la femme surtout et aussi pour l'homme ou alors pour la famille. Mais avant d'aborder ces différentes thématiques, je vais introduire mes copines qui sont déjà bien installées, bien coquettes, toutes mignonnes, toutes particulières, chacune d'entre elles. Et je vais commencer par Stella pour ce soir qui est vêtue toute de bleu, comme le ciel. Bonsoir Stella. Bonsoir Madeleine. Comment tu vas? Je vais très bien et c'est un plaisir de te revoir ici. Plaisir partagé. Alors bonsoir Fadimatou, avec qui je suis assortie. Effectivement. Bonsoir à Merveille qui est particulière. Elle est très particulière, on va la voir à la fin. Elle est un peu comme une anticonformiste. Tout à fait. Il faut toujours quelqu'un qui sorte du lot comme ça. On va la montrer à la fin. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver les filles. Et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci Stella, merci de t'être prêtée au jeu une fois de plus et d'avoir accepté de participer à cette émission qui est la nôtre et pour édifier les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices qui sont très nombreuses à nous regarder. Alors je vais directement venir à toi, Fadimatou, pour terminer avec les femmes vêtues de bleu ce soir. Bonsoir Fadimatou et bienvenue. Bonsoir Madeleine, bonsoir à vous les filles, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Je suis ravie une fois de plus d'être ici aujourd'hui. Oui. Ce sera un plaisir pour moi encore d'édifier tous nos téléspectateurs au cours de ce programme. D'accord, le plaisir est partagé, Fadimatou. Alors on termine avec le meilleur pour la fin. Merveille Andela, vous allez découvrir son style de ce soir. Voilà, bonsoir Merveille. Bonsoir, bonsoir Madeleine. Bonsoir également à Stella et à Fadimatou. C'est vrai que j'ai opté pour une chemise qui assemble un peu, qui allie toutes vos couleurs, hein, rouge, bleu, blanc et tout ça, voilà. Je suis toujours, mais je ne suis pas anticonformiste. Je rassemble. Hein, Tu as l'unité. Voilà, je suis l'unité. Hein, voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir également de te retrouver, Madeleine. Voilà, on sait que tu as un petit bobo, mais voilà, ravie de te revoir sur le plateau, ravie d'être avec toi à nouveau. Donc, voilà. Merci Andela, merci à toutes d'être avec moi, avec les téléspectateurs. Comme je le disais à l'entame de mes propos, on va parler des thématiques assez importantes pour ce soir. Mais avant de commencer, pour commencer avec la première rubrique, Elles en parlent, on va parler de cette problématique, la problématique de l'IVG au Cameroun, interruption volontaire de grossesse qui est assez prisée. Et il y a une partie qui est pour le fait qu'on légalise complètement cette pratique au Cameroun et une autre partie qui trouve que les avortements ne devraient pas être les avortements ne devraient pas être légalisés, ne devraient pas être autorisés. Les avis sont assez divers et j'aimerais bien avoir les vôtres. Mais avant, je propose qu'on écoute cet élément que nous propose Stella Ida. Ce reportage sur les IVG au Cameroun. L'avortement volontaire reste interdit au Cameroun. Le ministre de la Femme et de la Famille l'a réitéré dans une correspondance récemment envoyée à tous les délégués régionaux de son département ministériel. Marie-Thérèse Abena-Ondoa instruit ces derniers de ne pas céder à la pression des organisations non gouvernementales qui militent pour la légitimisation des interruptions volontaires de grossesse au Cameroun depuis quelques années. En effet, cette position de bras de fer qu'adopte la membre du gouvernement intervient après l'adoption officielle de l'IVG comme un droit garanti par la Constitution en France le 4 mars dernier. De plus, en novembre 2022, l'Ordre des gynécologues et obstétriciens du Cameroun manifesta devant le Parlement la nécessité de légaliser les avortements, évoquant ainsi l'idée de sécuriser en être des femmes. Malgré ces pressions issues de toutes parts, l'avortement au Cameroun reste passible de 15 jours à 1 an d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 000 à 200 000 francs CFA.
cet élément proposé et réalisé par Stella Eda, on peut comprendre à quel point c'est un sujet très sensible ici au Cameroun, parce qu'on s'interroge ou alors nous on sait dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, que voilà, selon nos valeurs, selon nos coutumes, selon nos traditions, il est complètement interdit, oui, à une femme d'avorter de son enfant. Mais après cette loi adoptée dans d'autres pays, des pays étrangers, on voudrait bien aussi, pourquoi pas se dire, voilà, il y a des situations atténuantes qui peuvent permettre alors favoriser ou autoriser une femme à avorter. Moi, je voudrais vous demander, les filles, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on adopte également cette loi ici au Cameroun? Et je vais commencer avec toi, Merveille. Pour ou contre qu'on adopte la loi de l'IVG sur la liberté hein, de pratiquer l'IVG, je ne serais pas pour, je ne serais pas contre non plus, parce que on est assez partagé sur la vie. Oui. On est assez partagé parce que ça dépend des situations, ça dépend des contextes. Bon, si on reste sur le plan totalement africain, c'est-à-dire traditionnel, c'est interdit, même religieux, parce que c'est dit que quand tu avortes, tu commets un meurtre. Tout à fait. Parce qu'avorter, c'est un peu, c'est tuer en quelque sorte. Donc, on reste un peu dubitatif sur le fait de légaliser ou non. Mais je dis que chacun y va de son entendement pour moi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour toi, c'était là pour ou contre la légalisation de la liberté, de la pratique de l'IVG au Cameroun? Personnellement, je suis contre. Okay. Pour moi, ce serait une abomination de légaliser les avortements au Cameroun, parce que l'avortement, je ne vois pas de différence envers l'assassinat. Parce que c'est un petit être vivant qui grandit dans le ventre d'une femme, et voilà, à qui on ôte la vie comme ça, de manière injuste. Donc pour moi, je suis contre, et je suis vraiment d'avis avec le gouvernement camerounais. Pour une fois, j'approuve une des lois du système patriarcat, parce qu'on sait tous que le système, en fait, n'encourage pas, du moins désapprouve les avortements, pas parce que peut-être pas pour le bien-être de la femme, c'est tout simplement parce que la femme dans le système patriarcat a toujours été considérée comme un objet sexuel qui en fait est fait pour procréer. Donc du coup, c'est pour ça que dans un système comme le nôtre en Afrique, on ne peut pas en fait voir d'un bon œil ce style de loi. Donc moi, pour une fois, j'approuve ça, parce que je ne suis pas d'avis que quelqu'un tue un enfant. Pour moi, quand vous n'avez pas envie de faire des enfants, il y a des méthodes de contraception, donc que ce soit naturel ou chimique, il y a des méthodes, mais une fois que l'enfant est entré dans votre ventre, il mérite en fait de voir le jour, et sauf seulement en cas exceptionnel, où en fait il faut à tout prix qu'on fasse avorter l'enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis, où il faut à tout prix qu'on interrompe la grossesse, peut-être pour sauver la vie de la femme. Ça, c'est dans des cas exceptionnels, mais sinon, je suis vraiment contre cette loi. Mais justement, je voulais te relancer sur le fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas on appelle quoi, on dit des circonstances atténuantes qui font en sorte qu'on puisse justement favoriser cette légalisation de l'avortement, parce qu'il peut y avoir des grossesses compliquées. On va vous dire l'enfant est mal positionné, l'enfant est mal formé, l'enfant est venu avec une maladie. La femme aussi, elle ne peut pas pousser, elle ne peut pas faire ceci. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que la ministre de la promotion de la femme et de la famille voudrait justement qu'on mette sur pied, ou alors qu'on légalise les IVG au Cameroun? Non, petit rectificatif déjà, la ministre... Ah, c'est le gouvernement? Non, c'est l'ordre des gynécologues et obstétriciens du Cameroun qui voudrait en fait qu'on légalise cette loi. Bon, si je peux dire... Par rapport à ce qui se passe en France, vous savez que ici en Afrique et au Cameroun en particulier, on aime bien copier voilà, ce qui se fait chez les autres, particulièrement en France. Et donc, comme on a légalisé en France, il faut aussi qu'on légalise au Cameroun. Et donc, cet ordre avance des raisons selon lesquelles c'est pour sauver en fait la vie de la maman, voilà, de celle qui est censée être la future maman, etc. Mais oui, je l'ai dit, dans des circonstances atténuantes, oui, là,
on peut enlever, on peut faire avorter la femme. Ça, on ne le refuse pas. Il n'y a même pas, à ce niveau-là, on ne peut même pas condamner qui que ce soit. Mais dans le cas contraire, on ne doit pas légaliser. Du moins, cette loi ne doit même pas passer. Parce que si vous partez goûter aux fruits défendus, peu importe votre âge, peu importe vos finances, vous devez assumer. Vous partez jusqu'au bout de votre grossesse, vous accouchez et vous vous occupez de votre enfant. Parce qu'une fois que l'enfant est dans le ventre, même si c'est encore un tout petit enfant, je ne sais pas, l'embryon d'un jour, c'est un être humain et qui demande à vivre et il doit vivre. C'est pourquoi moi je me dis, peut-être au lieu de prendre des excuses parce qu'on veut à tout prix légaliser cette loi qui va conduire les gens à faire du n'importe quoi, on doit plutôt multiplier les sensibilisations sur le terrain afin que les femmes puissent avoir des méthodes de contraception pour ne pas se retrouver avec des grossesses involontaires. D'accord, c'est compris, c'est là. Et pour toi, Fadimatou, est-ce que les femmes, on a parlé du cas de femmes qui, voilà, peu importe leurs âges, qui ont décidé d'aller s'offrir ou alors de vivre le plaisir sexuel, mais pour ces femmes ou alors ces jeunes filles qui sont victimes de viols, sont victimes de traumatismes, qui ont sûrement des femmes qui ont des maris qui, voilà, les considèrent comme des objets, comme Stella a dit, des objets sexuels qui sont là seulement pour accoucher et procréer, qui ne font que les donner peut-être elles sont à leur 7e, 8e, 10e grossesse et tout. Est-ce que c'est pour ce cas de figure, on ne devrait pas repenser à l'IVG? Non, Madeleine, pour ce genre de cas, on ne devait pas faire recours à l'IVG. Parce que déjà, comme Stella et Madeleine l'ont dit, et Andela. Oui, et Andela, pardon, comme Stella et Andela l'ont dit, c'est un enfant qui est né. C'est vrai qu'au départ, ce n'est qu'un œuf. Il a vu le jour et il faut absolument, il est déjà là, il faut absolument que cette personne-là voie le jour. Et je suis d'accord avec elles lorsqu'elles ont dit que ce n'est que dans des circonstances atténuantes que l'enfant peut être interrompu. Oui. Mais là, lorsqu'on parle de circonstances atténuantes, il faut dire aux téléspectateurs ici qu'il s'agit ici des maladies comme il y a des enfants qui naissent avec des bras, qui ont des bras courts, qui ont des malformations. Mais comment on va savoir ça si le bébé est encore dans le ventre de sa mère? Si, il est possible de le savoir. Si un enfant est drépanocytaire, il est possible de le savoir. Que d'accoucher un enfant drépanocytaire qui va mourir, je ne sais pas, même le jour même de l'accouchement ou bien après, on peut par exemple interrompre. Mais si c'est un enfant du viol ou alors des foyers qui ne sont pas très légaux, des foyers qui ne sont pas très légaux, je pense que l'enfant devait naître, puisque l'enfant n'a pas choisi à être là. Il n'était pas là quand ça a commencé. Vous avez juste, si une femme est tombée enceinte et que l'enfant est là, elle va juste accoucher. Mais je voudrais également parler à propos de ce que Stella a dit. Stella a fait mention ici des méthodes contraceptives. Je voudrais dire ici que les méthodes contraceptives sont aussi une autre forme d'avortement. Je pense comme ça aux pilules abortives. Ça fait avorter? Bien sûr. Vous vous rendez compte lorsque... Ça ne fait pas avorter. Non, je pense que ici sur ce plateau, lorsque vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Oui. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec un homme, et après, forcément, il y a déjà un spermatozoïde et un ovule qui sont fusionnés. Tout à fait. Oui, et maintenant, lorsque vous prenez la pilule, c'est pour empêcher cette fusion-là. Ce n'est pas une forme d'avortement, c'est une forme d'avortement, ça c'est l'avortement. Donc, je voudrais profiter de l'antenne qui m'est donnée aujourd'hui pour dire également à la ministre d'interdire également la commercialisation de ces pilules-là, de ces pilules abortives-là, qui facilitent également les IVG. Oui. Parce que ce sont des trucs qu'il faut, c'est un acte qu'il faut bannir. Il faut bannir complètement au sein de notre pays, le Cameroun. Pour toi, tu es pour l'abstinence ou le préservatif? Moi, ou le planning familial? Pour celles qui sont sexuellement actives, comme j'aime toujours le dire, elles devraient normalement utiliser du préservatif. Bon, maintenant, pour... Et si ça se perce alors? Si ça se perce, elles n'ont qu'à assumer. Les pilules là, c'est toujours une forme d'avortement, c'est une forme de meurtre. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est le cas. Prendre la pilule, c'est avorter, c'est tuer.
Donc maintenant, pour celles qui sont dans des familles, par exemple, le planning familial, oui. Vous pouvez opter pour cela parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir une marmaille d'enfants qu'on ne peut pas s'occuper. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, mais tu veux réagir par rapport au propos de... C'est juste une question, Fadima, toujours. Non. Si elle a envie de réagir par rapport au fait que la pilule soit également une IVG. Mais je crois que c'est important de réagir. Oui, vas-y. Il ne faut pas qu'on confonde quand même. Il ne faut pas qu'on confonde des choses. Oui. On parle d'avortement lorsque il y a déjà eu fécondation. Quand il y a déjà eu fécondation et puis l'œuf il y a déjà une nidation dans l'utérus. C'est là qu'on parle de grossesse. Parce que lorsque l'œuf est déjà situé, logé dans l'utérus, bien fixé dans ce qu'on va appeler prochainement le placenta, lorsque l'enfant sera développé, c'est là qu'on va parler d'interruption de grossesse, c'est-à-dire d'IVG, si la maman décide d'évacuer. Oui. Alors, tu ne peux pas me dire que j'ai fait le rapport hier, je bois la pilule, je dis j'ai avorté. Est-ce que je suis même sûre que j'étais enceinte? Est-ce que je pourrais réagir? Vas-y, réagis, Fadima. Non, mais... Lorsqu'on a un rapport sexuel en délai, il faut combien de temps au spermatozoïde et à l'ovule de se fusionner? Il faut combien de temps? Oui, il faut 48 heures, Fadima. Oui. Et prenez une pilule abortive dans moins de Si tu prends le lendemain, c'est moins de 48 heures. Si tu prends une heure après, c'est moins de 48 heures. Oui, il n'y a même pas encore eu fécondation. En ce moment-là, les spermatozoïdes... le temps de spermatozoïdes de prenez la pilule, c'est pour empêcher les spermatozoïdes de se féconder. Mais c'est une forme de meurtre. Non, pas du tout. Non, pas du tout, Fadima. Vous empêchez un Camerounais de se former avec une autre Camerounaise. C'est pareil quand tu vas dire à quelqu'un d'utiliser le préservatif. Parce que quand il joue dans le préservatif, c'est pareil que c'est pareil. Parce que tu as empêché justement un spermatozoïde. Là, c'est un caoutchouc qui bloque. Mais là, le problème de Fadimatou, c'est le fait que déjà, quand vous choisissez d'avoir des rapports sexuels corps à corps sans vous protéger avec le préservatif, il faudrait plus prendre quelque chose après. Il y a d'autres femmes qui, elles utilisent les pilules du lendemain que Fadima appelle les pilules abortives. Il y a d'autres femmes, elles ont des petites potions magiques là, je sais pas, elles prennent peut-être le Nescafé avec ci, avec ça. Il y a plusieurs camarades qui ont déjà dû à me raconter ça, c'est-à-dire que lorsqu'elles avaient eu des rapports sexuels avec leurs copains, elles ont eu des retards sur leur rapport, sur leur menstru. Et pour éviter ça, elles ont pris le Nescafé avec le whisky, elles ont mélangé avec tout un ensemble et elles ont bu. Donc là, c'était déjà l'avortement. Là, c'était déjà l'avortement. Sans avoir fait du moment où il y a retard. Parce que quand on dit qu'on a retard, c'est minimum 2 semaines à 1 mois. Ça veut dire que l'enfant est déjà formé. Là, il y a avortement. Moi, on ne peut pas dire que le lendemain, j'ai avorté. Moi, je voudrais ajouter le fait que les filles qui prennent la pilule, ça retarde très souvent les menstrues. Et également, quand une fille fait un IVG, ses menstrues sont également en décalage. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Oui, bien sûr. Les pilules... Non, je ne vois pas le rapport. Je voudrais aussi ajouter, je n'ai même pas fini. Lorsque vous vous rendez dans des pharmacies, vous achetez une pilule abortive, on va vous dire, est-ce que vous avez l'habitude de prendre ça? Si vous dites oui, on va vous dire non, prenez-le au moins une fois par an. Parce que une pilule par an. Une pilule par an. Une pilule par an, oui, c'est vrai. Renseignez-vous, c'est très vrai. Et comment est-ce que ça va faire pour empêcher à chaque fois si vous êtes justement voilà, c'est parce que c'est interdit et c'est nocif pour la santé. Non, c'est pas interdit, Fadima, nous ne perdons pas. C'est interdit et ça contribue à l'IVG. Si c'était interdit, ça ne serait pas commercialisé dans les pharmacies, Fadima. En même temps, l'IVG est interdit, mais les hôpitaux le font. Clandestinement. Oui, également. Interruption volontaire de grossesse. Bien sûr, quand vous prenez la pilule, c'est pas de manière volontaire. Non, quand vous prenez la pilule, ça c'est pour interrompre la fécondation. C'est une forme de meurtre. Non, c'est pas une forme de meurtre. Là, vous ne tuez personne. Vous avez le choix. Vous avez le choix de laisser l'enfant se former ou pas. Quand vous prenez le... Et vous choisissez de ne pas laisser l'enfant. Oui, mais on ne veut pas d'enfant, il ne faut pas qu'il se forme. Il n'y a pas que la pilule. Oui. Vous pouvez prendre, vous pouvez mettre... Il y a le stérilet, il y a le Norplan, il y a l'implant intra-utérin. Vous ferez le nombre de rapports sexuels que vous aurez envie et vous ne tomberez pas enceinte. Donc c'est dans ce sens que la pilule
joue son rôle. Mais vous ne pouvez pas venir comparer la pilule à la grossesse. Je vais dire à l'avortement. Non, ça, je ne peux pas. Non, c'est pas. Moi, je peux Moi, je dis juste que la ministre devrait aussi interdire. Elle ne peut pas. Non, c'est pas pareil parce qu'elle ne peut pas. Ça favorise également l'avortement. Moi, je vous dis, c'est une forme d'avortement. C'est juste qu'elle est indirecte. Pour stopper la fécondation, pour empêcher la fécondation. Ça n'arrête non, c'est pas grossesse. Mais Fadima, c'est que c'est quelque chose de scientifique. C'est quelque chose. La pilule du lendemain, c'est un moyen de contraception, effectivement. C'est-à-dire que c'est comme le préservatif. Le préservatif est là pour empêcher le spermatozoïde d'aller rencontrer l'ovule. Et la pilule est également là pour empêcher l'ovule et le spermatozoïde de se rencontrer. Je suis d'accord, on est d'accord, mais quand vous empêchez qu'ils se rencontrent, ce n'est pas une forme de meurtre, c'est la question que je pose. Vous empêchez les Camerounais de se former, c'est le meurtre. Oui, ça veut dire que normalement dans les normes, ça dit tout. Pour toi, c'est les personnes qui doivent avoir des rapports sexuels, ils ne doivent pas empêcher, il n'y a pas de contraception, c'est-à-dire que pas de préservatif, pas de pilule. Et lorsque vous ne voulez pas, et lorsque vous êtes dans la mesure que vous ne voulez pas avoir d'enfants, abstinence. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir des rapports sexuels. Si vous êtes sexuellement actif, il faut absolument. Moi, je vais vous dire quelque chose. Bien sûr, mais c'est parce que les Camerounais n'aiment pas la vérité. Et moi, je suis de ceux-là qui parlent de manière franche et directe. Moi, je vous dis, il y a des personnes ici qui, lorsqu'on vous dit quelque chose, vous pensez toujours que non, on dit ça parce que non. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Vous m'avez même fait perdre le fil de mes idées. Il faut te retrouver. Retrouve-toi ça. Moi, j'ai dit Fatima, non, mais Fatima, elle s'emballe un peu. Non, je ne m'emballe pas. Je ne m'emballe pas. De la réalité. Non, je ne suis pas déconnectée de la réalité. Ce que je voulais dire, je ne veux pas te couper la parole. Ce que je voulais dire, non, j'avais la parole, mais tu m'as embrouillé tout à l'heure. Mais non, je ne t'ai pas embrouillé, je t'ai laissé parler. En fait, je voudrais sortir. D'accord, on s'est un petit peu écarté de la thématique. On ne parlait pas des pilules. On ne parle pas des pilules. Voilà, on parle de l'avortement. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'on légalise? Et on va faire un dernier tour de table et pour passer à autre chose. Alors, je vais commencer. Je finis par toi, Fadimatou. Est-ce que tu es pour ou contre qu'au Cameroun, on légalise l'IVG? Moi, je suis contre. Je suis catégoriquement contre. On ne devrait pas légaliser l'IVG. Je voudrais ajouter avec mon propos de tout à l'heure pour dire, lorsque vous êtes déjà sexuellement actif, il faut vous attendre à tout. Arrêtez de passer par les côtés et autres, prendre des pilules, je ne sais pas, des méthodes contraceptives, des stérilets, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si vous êtes sexuellement actif, ça veut dire que vous pouvez supporter le fait d'avoir un enfant. Alors, il faut assumer. Ça ne sert à rien de passer par 4 chemins. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Merci, Fadimatou. Stella Eda, pour ou contre les IVG au Cameroun, la légalisation des IVG au Cameroun? Je suis contre, je l'ai dit, et je reste ferme là-dessus. Je suis contre la légalisation des IVG. Déjà, je suis contre même le fait que les femmes soient sexuellement actives très tôt. Pour moi, le sexe, c'est réservé pour les personnes adultes et donc les personnes qui sont capables d'assumer les conséquences qui en découlent, mais maintenant. Étant donné que nous sommes dans le monde moderne et que la jeunesse est un peu précoce, il y a plusieurs méthodes de contraception pour ne pas se retrouver avec une grossesse. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec une grossesse, vous avez la responsabilité d'assumer. Voilà, vous avez la responsabilité d'assumer. Dans les omniels, là, j'espère que vous avez compris. Merveille, les piqueuses de gaz, d'accord. Piqueuses de gaz, merveille, on finit avec toi. Voilà. Je crois que c'est clair. Je suis contre. Pour une fois, elles sont toutes d'accord sur quelque chose. Ouf, Seigneur. Je suis contre les IVG. Je suis contre les IVG, mais je suis pas contre les contraceptifs. Voilà. Il est préférable de se protéger. Préférable de se protéger plutôt que d'interrompre une vie. C'est toujours mieux ainsi. Donc, voilà. Merci beaucoup les filles pour ces éclaircies, pour cette première thématique. On va passer à autre chose et maintenant on va prendre le portrait de la femme spéciale qu'on a choisi pour cette semaine. Et c'est juste après cette transition.
Coucou à tous, alors c'est l'heure du portrait. À l'affiche cette semaine, nous reprenons Françoise Phoning de regretter mémoire. Cette dame de fer du Cameroun est partie en 2015. Alors je vous propose d'écouter son portrait et on revient pour la suite. Françoise Phoning est une des figures féminines camerounaises les plus connues sur le plan panafricain. Elle avait une grande influence dans le monde des affaires, mais aussi dans la sphère politique du pays. Son dynamisme légendaire reste gravé dans les mémoires des Camerounais. Il y a de cela 4 ans, ces derniers exprimaient encore leur admiration au micro de nos confrères de Vision 4. J'ai vu Madame Phoning pendant les villes mortes de 1992. Madame Phoning a défilé avec 3 femmes, une qui tenait le drapeau du Cameroun, l'autre qui tenait la pancarte du EDPC. Et Madame Phoning était devant. Malgré tous les obstacles, la femme a défilé. Donc vous comprenez que le Cameroun a perdu une grande femme. Convaincue, une femme politique d'une très grande dimension. Elle a aidé beaucoup de Camerounais. C'est très jeune, à l'âge de 12 ans plus précisément, que Françoise Phoning débute sa carrière professionnelle. Plus tard, elle devient propriétaire de plusieurs entreprises, offrant ainsi de l'emploi à des milliers de Camerounais. Sa carrière politique, quant à elle, débute en 1986, lorsqu'elle devient présidente de la section OFR d'IPC du Wouri. Elle est élue conseillère municipale à Douala de 1988 à 1992, ensuite députée à l'Assemblée nationale pour le compte du RDPC, puis maire de Douala 5e. Chaque chose que nous faisons dans un quartier, nous devions impliquer les populations de ce quartier. Cette originaire du département de la Ménois, dans la région de l'Ouest, a flirté avec les concours de beauté. En effet, elle est la toute première dauphine de Miss Indépendance 1960, devenue aujourd'hui Miss Cameroun. Née en 1994 à Bafou, Françoise Tchop-Ningwazon Dalila, de son vrai nom, décède le 23 janvier 2015 à l'hôpital central de Yaoundé à la suite d'un accident de voiture sur la route Yaoundé-Bafoussam. Malgré sa disparition, Mamefou, comme elle se faisait affectueusement appeler, reste une source d'inspiration pour de nombreuses femmes. Alors, c'était le portrait de Françoise Phoning, de regretter mémoire, qui est partie en 2015. Plusieurs années qu'elle est partie, mais la douleur reste toujours vive au cœur des Camerounais et particulièrement de ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bon, avant de sortir, savez-vous que Françoise Phoning était la toute première dauphine Miss du Cameroun. Elle a été la première dauphine Miss Indépendance en 1960. C'est vrai qu'au moment où elle mourait, vu son physique, personne ne pouvait imaginer que cette femme était une reine de beauté. Justement, il y avait de cela quelques années. Merci beaucoup Stella, justement ça m'étonne de savoir que la regrettée Françoise Phoning participait au concours de beauté, mais sinon c'était une très belle femme. Moi je l'ai connue, j'étais toute petite, elle est morte, j'avais 15 ans en 2015. Donc voilà, c'est important de se souvenir de ces femmes-là qui ont marqué leur temps à travers les actions, à travers tout ce qu'elles ont dû entreprendre, qu'elles étaient là. Je suis sûre qu'il y a plein de Camerounais qui l'ont sorti complètement de la tête, et le fait qu'on ait justement ramené ce visage-là en se disant voilà, elle fait partie de ces femmes-là qui ont beaucoup milité, qui ont fait beaucoup d'œuvres de charité, qui ont été vraiment très appréciées par les populations. C'est très important et c'est salutaire. Merci beaucoup Stella. Alors Merveille, il y a une pensée pour Françoise Phoning. Battez-vous mes enfants, car la vie c'est la bastonnade. C'est la bastonnade. Voilà. C'est une femme qui nous a tous marqués, on le sait, avec ses discours, bien qu'elle n'ait pas toujours eu le latin à chaque fois, à chaque prise de parole, mais elle a toujours été motivatrice dans chacune de ses prises de parole vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la jeune fille, vis-à-vis même de la jeunesse en général. Elle a toujours été cette femme-là qui était prête à accompagner, qui était prête à se dépasser. Et c'est cette image-là que moi je garde d'elle, Françoise Phoning. Cette femme battante qui était prête à montrer que la femme est capable de tout. Présidente des femmes d'affaires d'Afrique. Je dirais Afrique centrale, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Donc, comment ne pas se sentir fier quand on a une telle femme qui est issue de notre société, bien qu'elle soit partie aujourd'hui? On garde son image en mémoire et c'est vraiment un plaisir d'écouter ce témoignage. Voilà. Merci Andela.
Fadimatou. Moi, c'est comme Mandela a dit, les enfants bâtiront la vie, c'est la bastonnade. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'elle était décédée, j'étais encore toute petite. Je regardais cette femme très souvent à la télé dans des reportages. Elle s'exprimait. Mais je me suis demandé un jour, mais comment est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas instruite. Mais là, elle est haut placée, elle est bien placée, elle est riche. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle me dit non, par moments ça arrive. Elle a su se frayer un chemin malgré le fait qu'elle ne soit pas instruite. Parce qu'à un moment, je me suis dit qu'elle était anglophone. Mais non. Elle n'est pas instruite. Et elle me rappelle beaucoup ma maman parce que c'est un peu dans ce sens-là que ma mère était. Oui. Oui, donc ce genre de femmes que c'est vrai qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais elles se sont toujours battues pour se frayer un chemin, pour se hisser au sommet. Oui. Donc, je vais juste te dire un bravo encore et merci à Stella Aida qui a pensé à ce qu'on revive cette femme-là, à ce qu'on repense à elle. J'espère que tous ceux qui vont regarder ce programme télé vont également penser à Françoise Pouy. Françoise Pouy. Vont penser à elle et également, pourquoi pas s'inspirer d'elle pour se dire que c'est vrai que nos parents nous mettent beaucoup de pression pour qu'on fasse les longues études, mais on n'est pas toujours prêt. Il y a des personnes, c'est pas leur don ou leur talent, ils sont pas faits pour faire l'école, mais ça veut pas dire que leur destinée va s'arrêter à être rien du tout. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'école, mais qui deviennent des personnes très importantes pour leur pays, pour leur nation, même pour le monde que vous n'avez pas aidé. Alors, si vous avez des enfants qui vous disent « Papa, maman, moi, je ne vais pas fréquenter, je veux directement aller faire telle activité », soutenez votre enfant parce que vous ne savez pas ce qu'il peut vous ramener de grandes choses chez vous. Voilà, c'était le portrait de la femme spéciale de cette semaine. On va passer à toute autre chose, cette fois-ci à la thématique centrale de notre émission et qui est en rapport à la journée mondiale de la famille célébrée ce 15 mai. Mais avant, on va prendre un petit peu de publicité. On se retrouve après. Du ministère de la Communication et en partenariat avec la mairie de Douala 5e. Une initiative inédite qu'il faut exalter. C'est waouh, c'est juste ce que je peux dire waouh. Le SINAC a été pour moi un moment d'apprentissage. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Marabout organise la 2e édition du rendez-vous inédit des professionnels de l'audiovisuel africain et des entreprises du 25 au 31 mai 2024 au parcours Vita de Douala. Sous le thème audiovisuel africain et économie numérique, quelles opportunités de croissance? Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline plus 237 6 51 20 84 92 6 55 32 27 62. Marabout de l'ombre à la lumière. Voilà, de retour. De retour sur le plateau, c'est la bonne humeur, hein, que des filles ont fait beaucoup de Congo-ça ici, donc voilà, vous allez vous y habituer. Voilà, de retour sur le plateau, comme je le disais, pour cette fois-ci, la thématique centrale de notre émission. Et pour cette édition, on parle de l'éducation monoparentale, comment encadrer sa famille lorsqu'on est une mère célibataire. Vous le savez, chaque 15 mai de chaque année, on célèbre la journée mondiale de la famille. Alors, on connaît traditionnellement que la famille est composée d'une mère, d'un père et des enfants. Mais comment les femmes qui sont seules, parents qui sont seuls, à la fois la mère, à la fois le père, réussissent à encadrer les enfants ou à créer cette atmosphère de famille pour leurs proches. Comment est-ce qu'elles arrivent à s'en sortir? Ça, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et je vais directement commencer avec Merveille Andela qui, je sais, tu es aussi beaucoup plus touchée par cette thématique parce que tu es toi-même une mère célibataire. Comment toi, en tant que mère célibataire, tu arrives à concevoir, alors à remettre cet équilibre familial pour tes enfants? Je crois que ce n'est que l'abnégation, parce que être mère célibataire ou bien père célibataire, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui sont célibataires, il y a également les pères qui vivent seuls avec leurs enfants. C'est vraiment l'abnégation parce qu'il faut se battre
pour pouvoir tout donner à l'enfant, pour pas que l'enfant se retrouve à envier ses petits camarades à l'école, pour pas que l'enfant soit un peu regardant de ce que les autres font au dehors. Vraiment, lui donner tout, mais dans la rigueur, pour pas qu'il soit aussi trop gâté. Donc, j'essaie toujours d'être une maman carrée, mais en même temps joueuse avec mes filles, avec mes enfants. C'est comme ça que je fais pour qu'elles ne ressentent pas l'absence peut-être d'une figure paternelle. Donc, je peux être stricte quand il le faut pour qu'elle sache qu'ici, il y a des choses à faire. Il y a des choses également que je ne peux pas faire. Donc, je peux être dure, mais quand elle fait bien, je l'encourage pour qu'elle sache que non, maman, elle n'est pas que dure avec moi, elle est également tendre quand il le faut. Et je veille toujours à ce qu'elle est tout. Peu importe la situation, peu importe ce qu'il en coûte, mais je fais toujours en sorte que l'enfant soit à l'aise pour pas qu'elle ressente un quelconque manque, en fait. Oui, en fait, c'est comme ça que moi, je fonctionne. D'accord. Et toi, Stella, comment est-ce que tu vois l'encadrement d'une mère célibataire? Trop douce, trop sévère, ou alors tempérée comme Merveille? Je pense qu'une mère célibataire, parce que c'est un gros challenge pour une femme d'élever les enfants toute seule. Et là, elle est obligée, en fait, d'avoir deux personnalités, une personnalité maternelle et quand il le faut, mais aussi il faut qu'elle adopte une personnalité paternelle, donc si je vais dire sévère, parce que si elle se laisse juste emporter par la personnalité maternelle, donc celle qui choisit, qui caresse, voilà, l'enfant, les enfants peuvent se perdre, parce que vous savez, normalement l'éducation des enfants, ça se fait à deux. Donc c'est entre le père et la mère. Mais là il y a déjà un petit déséquilibre, un manque, parce qu'il y a le père avec sa rigueur qui n'est pas là, et c'est à la mère maintenant d'endosser toutes ses responsabilités. Mais moi je vais dire à toutes celles qui se retrouvent dans cette situation que ce n'est pas une fatalité, et c'est possible de bien éduquer ses enfants et de faire d'eux des hommes respectables, parce que moi je suis un produit d'une famille monoparentale. J'ai été éduquée par une maman toute seule. Bon, c'est vrai que j'avais mon père qui restait dans son coin. Bon, ça m'arrivait rarement d'aller chez lui, mais toute mon éducation, tout ce que je suis aujourd'hui, ça m'a été inculqué par ma maman. Et je connais exactement, donc je suis la mieux placée pour savoir exactement les énormes challenges, les défis auxquels sont confrontées les femmes dans cette situation. Mais maintenant, si je m'en tiens à ce que moi je suis, à ce que mes frères et mes sœurs sont aujourd'hui, je dirais que les mamans qui élèvent seuls les enfants peuvent s'en sortir. Wow. Moi, j'aimerais d'abord qu'avant de poursuivre, qu'on applaudisse d'abord pour les mamans célibataires qui, comme la maman de Stella, qui ont réussi à gérer plusieurs enfants, qui ont réussi à élever seuls leurs enfants. Avec peu de moyens. Avec peu de moyens, qui s'en sortent. Quand tu parles de ta mère, moi je parle de ma grande soeur qui se retrouve veuve aujourd'hui avec 4 enfants, mais elle se bat chaque jour au quotidien pour pouvoir leur donner à manger, leur payer l'école et s'assurer qu'ils aient une bonne éducation. Surtout ça, c'est important. Mais maintenant, là, on parlait du cadre des mères responsables, des mères qui savent que voilà, moi j'ai pas de mari, ou alors j'ai perdu mon mari, ou je suis femme célibataire, les pères de mes enfants, ou bien le père de mes enfants m'a abandonné et je dois prendre soin de mes enfants. Mais il y a ces femmes-là qui, elles ont dans le, elles disent souvent les femmes fortes et indépendantes qui n'ont pas besoin d'un homme pour s'en sortir. Et là, je viens directement vers toi, Fadimatou. Est-ce que tu penses qu'une femme, bien qu'elle soit forte et indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme pour s'en sortir dans l'éducation de ses parents, surtout si elle est une femme assez oisive, je vais le dire comme ça, qui pense d'abord à elle avant de penser à ses enfants, qui a beaucoup plus réseaux sociaux, sortir avec les amis, elle laisse les enfants s'éduquer eux-mêmes. Dans cette circonstance, est-ce que la femme n'a pas besoin de l'homme qui est un homme justement pour assurer ses arrières quand elle n'est pas là pour les enfants? Bien sûr que dans ce genre de circonstances, la femme aura besoin d'un homme à ses côtés pour mieux encadrer les enfants, pour que les enfants soient mieux éduqués. Parce qu'une femme ne peut pas être oisif, comme tu l'as dit tout à l'heure. Elle ne peut pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas tout le temps prendre soin d'elle et délaisser les enfants et dire qu'elle va mettre par exemple une nounou à la maison pour s'occuper des enfants. Non, la nounou ne va pas faire le travail. À un moment, il va falloir au sein de cette maison une figure paternelle pour essayer de taper la main sur la table lorsque ça ne va pas, pour mieux encadrer les enfants, pour que les enfants ressentent cet amour-là. Donc, je pense que non. Oui, ce genre de femmes-là, elles auront toujours besoin des hommes
dans leur vie pour mieux encadrer les enfants. Je voudrais aussi me prononcer sur ces mères célibataires-là qui réussissent à encadrer leurs enfants. C'est vrai que c'est très difficile et c'est très rare. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à ces femmes-là. C'est pas vraiment très facile d'être une mère célibataire, de s'occuper d'un enfant seul et de voir que cet enfant a réussi. Parce que sur 100%, au moins 90% de ces enfants qui grandissent dans des foyers avec des mères célibataires, ils ne réussissent pas trop dans la vie. Ah bon? Oui, c'est une réalité. Donc si vous avez ces 10%-là qui réussissent à s'en sortir, c'est parce que la mère, elle a été forte, elle a vraiment beaucoup aimé ses enfants. Parce qu'il y a d'autres jeunes filles qui vont délaisser leurs enfants. Il y a des jeunes filles qui finissent d'accoucher, elles envoient les enfants au village, elle s'en fout, elle veut vivre sa vie, elle dit non, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation, moi je vais me débarrasser de toi. Mais si une femme prend sur elle le soin de s'occuper de son enfant, d'encadrer son enfant, ça veut dire qu'elle aime vraiment cet enfant. Et cet enfant-là, forcément, demain, il va réussir. Demain, il va réussir. Si on est dans le cas, parce que ça existe, moi, je vis il y a mes voisins, je vis ça chaque jour. Il y a des mamans qui, elles sont seules, elles n'ont pas d'hommes dans leur vie. Soit leurs hommes sont partis, soit ils sont décédés et tout. Elles ont des enfants dont elles ont la charge, elles prennent soin de ces enfants, mais on se retrouve toujours à avoir des enfants bandits, des filles légères qui, voilà, elles sortent tout le temps, elles ont tel nombre de copains, des garçons qui fument le cœur, qui prennent le cœur et consortent. Dans ce genre de choses, comment la mère qui est seule doit faire pour réussir à recadrer ses enfants? Lorsqu'elle a une fille qui est, je vais pas employer des gros mots, je vais dire une fille qui, je préfère dire légère, comme j'ai dit, un garçon qui est délinquant, d'autres là-bas qui ne s'en sortent pas à l'école, et peut-être qu'il y a un seul enfant qui est au moins le mouton blanc de la famille. Comment est-ce que la femme doit encadrer ses enfants quand elle n'est pas avec un homme? Là, la parole à qui veut la prendre? Bon, je crois que... Je crois que je vais commencer. Bon, déjà, il faut préciser qu'on dit souvent, on dit vulgairement qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Vous pouvez tout donner à un enfant, mais si dans sa tête, il est un peu parti en vrille, vraiment, ce sera difficile. Mais déjà, il y a aussi des mamans qui laissent beaucoup, qui ont beaucoup de laisser aller devant les enfants, qui pensent souvent que c'est leur condition qui fait en sorte qu'elles doivent laisser aller. Et puis quand l'enfant dépasse, on crie au scandale, on crie sur tous les toits où l'enfant m'a dépassé et tout. Non. C'est justement pour ça que je disais que la maman, quand vous êtes seule, vous ne devez pas seulement être tendre avec l'enfant. Vous ne devez pas tout le temps choyer l'enfant. Vous ne devez pas tout céder. Vous ne pouvez pas céder à tous les caprices de l'enfant parce que en grandissant, cet enfant-là va prendre l'ascendant sur vous. Il va devenir tout autre chose parce que vous lui avez laissé l'opportunité, vous lui avez laissé le champ libre, merci. Vous lui avez laissé le champ libre de faire ce qu'il avait envie de faire et il devient ce qu'il deviendra tout simplement parce que vous n'avez pas durci, vous n'avez pas tapé le poing sur la table pour dire ici, monsieur, ça ne se fait pas. Moi, je dis à 1 an, je fouette mon enfant. À 1 an? Oui. À partir, moi, l'éducation, c'est dès le bas âge. Donc, quand il a 6 mois, quand vous allez constater, quand vous allaitez, à un moment, quand l'enfant commence à avoir ses dents, quand il commence à faire les dents, il te mord. Et quand il te mord, il te fixe droit dans les yeux, c'est pour voir ta réaction. Ce que moi je fais, c'est que je te gifle. Et là, tu comprends que ça, je ne dois plus le faire. Je le fais pendant que l'enfant est encore bébé. C'est pour lui dire que quand tu grandis là, il faut savoir là où tu viens. Tu fais un genre, tu es mal barré. Parce que, oui, je te montre qu'ici, je suis maman. Je peux être tendre avec toi, je peux te choyer, je peux te câliner. Quand tu as des petits bobos, je peux pleurer même si ça fait mal. Mais dès que tu fais une petite bêtise, ah non, mon type, tu es mal barré. C'est comme ça. Et ce sont justement les mamans qui laissent souvent aller, qui se retrouvent butées à la fin. Elles se retrouvent souvent butées à la fin. Et souvent, c'est la condition d'être maman célibataire qui est souvent mise en avant. Or, il est possible d'élever ses enfants seuls et de réussir à les recadrer. Il suffit juste de bien s'y prendre et de s'y prendre tôt. Ce n'est pas quand l'enfant a déjà 10-15 ans
que vous allez essayer de recadrer un enfant. Il a déjà sa mentalité toute faite. Il a déjà tout un tas d'habitudes qu'il il a pu ramasser à gauche et à droite pour s'en sortir. Justement parce que quelque part, vous avez un peu manqué. Et donc, il va s'en donner à cœur joie. Il va faire tout ce qui va lui passer par la tête. Et c'est vous qui allez souffrir par la fin. En fait, c'est ça. D'accord. C'était là du même avis que Merveille? Bien sûr, j'achète l'avis de Merveille. C'est vrai que... bon, Fatima, tu me sors les yeux. Merveille et moi, on partage presque la même vision de la vie. Nous sommes au milieu de vous deux. Oui, elle a tout à fait raison, en fait. Oui. Parce que moi, je ne vais pas tenir rigueur aux mamans célibataires, mais c'est vrai que parfois, elles manquent souvent sur certaines choses. Oui, le fait d'être seule et peut-être d'être occupée à chercher l'argent pour élever ses enfants l'a fait en sorte parfois qu'elles passent à côté de l'éducation de leurs enfants. C'est un énorme sacrifice d'élever les enfants toutes seules. C'est pourquoi peu importe ce que vous faites, vous devez trouver du temps pour contrôler ce que vos enfants font. Et quand on est mère célibataire, je pense qu'à ce moment-là, il faut être moins sensible. Essayer d'être, peut-être laisser ce petit côté tendre de la maman de côté, plus épouser le côté de l'homme, parce que les enfants sont plus habitués à ce que ce soit l'homme qui soit le méchant. La maman, c'est avec qui on peut tout faire. Voilà, du coup, lorsque papa n'est pas là, ils se disent qu'ils sont dans le laisser-aller et ils peuvent faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut vraiment doubler de rigueur pour que les enfants comprennent que ici, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas une figure masculine qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, corriger l'enfant lorsque c'est nécessaire et ne jamais laisser passer une erreur. Parce que le fait parfois peut-être de couvrir les bêtises des enfants, ça finit par nous retomber dessus. Et aussi, il faut beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup dialoguer avec les enfants parfois, et commencer dès le bas âge, faire asseoir l'enfant, peut-être parler de votre situation. Surtout les filles, hein, pour les filles. Par exemple, une maman, moi je vais révéler les petits secrets de ma mère, qui d'ailleurs n'était pas célibataire. Ma mère était mariée, elle est veuve aujourd'hui. C'est juste qu'à un moment, elle s'est retrouvée en séparation de corps avec son mari. Et vous connaissez les hommes d'aujourd'hui, bon d'avant, je ne sais pas si les hommes d'aujourd'hui sont ainsi. Lorsque vous partez, ils coupent les vivres. Donc du coup là, vous êtes obligé de vous en sortir toute seule. Pour que vous reveniez vers lui. Et donc, ça n'a pas été facile. Donc, ce que voilà, ma mère faisait dans ce cas, c'est qu'elle faisait asseoir les gens. Elle a beaucoup dialogué, énormément dialogué. Vous voyez, c'est parce que j'ai fait le mauvais choix, j'ai eu à faire ci quand j'avais tel âge. C'est pour ça que je me retrouve dans telle situation. Vous, maintenant, pour que ça ne vous arrive pas demain, il faut passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, psychologiquement, on a grandi avec ça. Vous voyez un peu. Et donc, on a quand même su que, par exemple, peut-être pour ne pas aussi se retrouver dans la même situation que maman, il faut peut-être beaucoup aller à l'école, il faut être discipliné, il faut éviter de regarder les hommes, commencer à aimer les hommes peut-être à un certain âge. Et elle a commencé à vous parler tôt. Très tôt. Quand vous avez déjà non, pas quand on est... Parce que comme Merveille le disait, à un certain âge, peut-être 10 ans, c'est trop tôt, mais 14 ans comme ça, la personnalité de l'enfant c'est déjà établi. Parce qu'il y a ce que vous lui avez appris, ce qu'il a hérité dans votre maison et aussi ce qu'il prend de ses multiples expériences à l'extérieur qui n'ont rien à voir avec votre concombre familial. Et du coup, sa personnalité est assise, vous ne pouvez plus rien changer. C'est pour ça qu'avec l'enfant, il faut commencer dès le bas âge. Et pour les mamans célibataires, c'est un gros challenge. Donc, c'est un énorme sacrifice. Donc, quand vous êtes maman célibataire, vous évitez les copines qui n'ont rien à faire, les boîtes de nuit, les petites amies à gauche et à droite, c'est terminé. Parce que tout, vous devez partager votre temps entre sans doute le travail et vos enfants, sinon vous allez rater leur éducation. D'accord. Fadimatou, es-tu du même avis que Stella et Merveille? C'est à partir du bas âge qu'on réussit à recadrer l'enfant. Est-ce que même quand on arrive à dialoguer avec l'enfant, à le recadrer, il ne pourrait pas grandir et changer de comportement? Effectivement, vous pouvez recadrer votre enfant dès le bas âge et lorsqu'il grandit, les compagnies de l'extérieur font en sorte qu'il change d'avis, il change de comportement, il devient même une toute autre personne. Il ne faudrait pas seulement recadrer l'enfant dès le bas âge. Moi, je pense qu'il faudrait le recadrer jusqu'à ce que l'enfant se sépare carrément de vous. Donc, s'il y a encore des mamans à la maison qui ont leur fille de 22 ans, 25 ans même, elles devraient
toujours veiller à recadrer ces filles-là. De quelle manière? Avec le fouet? Non. Privé de nourriture, privé d'argent de poche, pas avec la chasser. Non, ce sont des exemples. Oui, là ce sont des exemples que vous proposez, mais ce ne sont pas des exemples adéquats pour ce genre de situation. Si par exemple on a une fille, vous avez une fille de 22 ans à la maison qui a une cuisse légère, qui a une fille à cuisse légère, vous pouvez, pour recadrer celle-là, interdire par exemple l'accès au téléphone. Une fille de 22 ans. Oui, bien sûr. De nos jours. Bien sûr. Alors, les ouvriers de 16 ans là qui piquent les gars des gens. 22 ans, elle est majeure. Oui, elle est majeure, mais elle ne devrait pas avoir les cuisses légères. Dans ce cas, comment faire? C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas différent. Si, c'est différent. Vous devriez interdire. C'est vrai, j'ai envie de rebondir sur ce qu'elle dit, mais je vais préférer attendre que... Oui, fini d'abord pour ne pas perdre le fil. Oui, vous devriez interdire le téléphone à votre fille, les sorties, parce que ce sont ces outils-là qui favorisent également le fait que cette fille-là soit livrée comme ça au monde extérieur. Si elle est privée de ça, forcément, elle va essayer de se recadrer. Il est très important de faire en sorte que cette fille-là se retrouve dans la parole de Dieu. Je pense, pour ceux qui sont chrétiens, ça dépend de votre obédience religieuse. Si vous parlez plus de la parole de Dieu à votre fille, je pense qu'elle va revenir à ses sentiments et elle va comprendre. Mais il faut être très strict, catégorique dans ce genre de cas-là. Bon, avant que Stella ne rebondisse, Fadimatou, pour toi qui es une femme et qui sera ou qui est probablement une mère, à quel âge estimes-tu que ton enfant, fille comme garçon, doit partir de chez toi? Mon père, ça a 21 ans. 21 ans, moi je suis partie à 18 ans quand j'ai eu le bac. Pour toi, à quel âge est-ce qu'un enfant doit être déjà assez, en laissant même la majorité, en disant même que c'est à 18 ans qu'on est majeur, parce que dès qu'on a le bac là, on peut déjà partir et tout. À quel âge tu estimes que si peut-être ton enfant n'est pas, je ne souhaite pas, qui n'est pas très doué à l'école, qui redouble beaucoup et qu'un certain âge trouve qu'il est encore au lycée, à quel âge toi en tant que parent tu estimes que ton enfant doit encore rester chez toi? Madeleine, honnêtement, moi je ne pense pas qu'il y a d'âge pour dire que peut-être tu as déjà 18 ans, tu ne dois plus rester chez moi, tu as 20 ans, tu ne dois plus rester chez moi. Moi je pense, comme tu as pris le cas d'un enfant qui n'est pas doué, moi si j'ai une fille par exemple chez moi, demain, qui n'est pas douée à l'école, déjà si moi je te mets à la maternelle, si à la CIL tu redoubles la CIL, ça ne va pas, tu as des difficultés même à arriver au CE1, je vais te laisser à la maison, je vais te faire apprendre un petit métier ou alors je vais t'apprendre à encadrer une maison. Oui, moi je vais te marier. Tu vas envoyer ton enfant au mariage, même si elle ne veut pas. Je ne pense pas qu'elle ne voudra pas, plus que si si c'est à partir du CE1 par exemple, elle n'est plus douée à l'école, elle est déjà bien encadrée. Je ne vais pas d'abord, quand je vais encadrer mon enfant, je ne vais pas laisser qu'elle sorte, parce que si elle sort, elle va se familiariser avec des filles qui vont lui monter des choses dans la tête, qui vont faire en sorte qu'elle croit que la vie dehors est plus mieux. Donc je vais toujours encadrer mon enfant dans la maison. Elle enseigne que si demain je dis ma fille, je vais t'envoyer en mariage, pour qu'elle voit que le mariage c'est une grâce. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas refuser. Même si son mari est violent, ou bien tu vas te dire, ce serait une façon de se débarrasser d'elle. Non, ce n'est pas une façon. Ce n'est pas une façon de me débarrasser de ma fille. Ce sera une façon d'enlever ma fille dans des choses mondaines, si vous me permettez le thème. Parce que si vous laissez une fille qui n'est pas douée à l'école, qui n'a pas fait des études, une fille du lycée par exemple, à la maison, elle va rester faire quoi à la maison? Vous allez me dire qu'elle va apprendre la couture, elle va apprendre l'esthétique, le métier qui chauffe actuellement, elle va apprendre, je ne sais pas, le make-up. L'hôtellerie? Oui, l'hôtellerie par exemple. En sortant tous les matins pour aller de l'autre côté, elle va se faire draguer par des hommes. C'est comme ça qu'elle va devenir une fille à Françoise Fourni. Françoise Fourni, qui est la femme exemplaire aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle se fait draguer qu'elle va devenir une fille à cuisse légère. Donc tu vas la cantonner à la maison parce qu'elle n'a pas accepté l'école, elle n'a pas pu fréquenter normalement. Et donc tu la cantonnes à la maison parce qu'il ne faut pas qu'elle se fasse draguer. Non mais on est à quelle époque? Non, ce n'est pas qu'on est à quelle époque. Nous sommes au 21e siècle. Bien sûr, je sais que nous sommes au 21e siècle. Mais il faut éviter que nos enfants commettent les mêmes erreurs que nous. Non, tu ne vas pas interdire une fille de 20, bon je dirais même 18 ans de sortir.
Ce qui est sûr, c'est que toi-même, tu vas l'envoyer d'ailleurs. Moi, je ne pourrais pas envoyer ma fille. Tôt ou tard, tu vas lui dire, va m'écraser. Oui, là, c'est différent. Mais en quoi elle peut se faire. Tu vas lui dire, va marcher. Elle ne va pas se faire. Non, le plus important pour moi, c'est de faire en sorte que ma fille n'a pas de mauvaise compagnie. Parce que si tu te dis qu'en envoyant ta fille en mariage, tu es en train de lui... Tu es en train de la lui sauver la vie ou bien quoi? Pourquoi toujours remettre tout au mariage? Non, je ne remets pas tout au mariage. Là, elle a pris le cas d'une fille qui n'est pas douée. Si ma fille n'est pas douée à l'école, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est le mariage donc elle doit aller faire. Qu'est-ce qu'elle va foutre? Mais non! Qu'est-ce qu'elle va foutre d'autre? Quand elle n'est pas douée à l'école, tu causes avec elle. Tu lui demandes ce qu'elle aimerait faire. Peut-être à l'école, elle ne s'en sort pas parce qu'elle a d'autres aspirations. Tu t'assois avec elle, tu causes avec elle. Elle t'explique ce qu'elle veut. Et là, ça passe. Mais tu ne peux pas dire que tu contentes l'enfant et puis tu la prépares pour le mariage. Oui, et si elle te dit par exemple... Oui, Andela, ce n'est pas une question de Moyen-Âge. Non, vous riez, mais c'est très sérieux ce qu'on est en train de dire. Non, et si elle te dit par exemple qu'elle veut faire hôtellerie, je vais juste prendre un exemple. Je ne veux pas dénigrer un quelconque métier ici sur le plateau. Si elle veut faire hôtellerie et elle suit bien sa formation et plus tard elle se retrouve dans un hôtel, elle devient, je sais pas, elle devient réceptionniste, comme elle devient réceptionniste, manager. Elle peut le faire. C'est pas, elle peut le faire. Elle peut le faire. Mais et si elle devient par exemple réceptionniste, comme vous l'avez dit, et après elle devient cette fille-là, entre guillemets, qui est prostituée. Non, je vous dis juste... Ta très bonne éducation va justement permettre qu'elle ne soit pas dans la Non, l'éducation à la maison. Parce que l'éducation qu'on inculque à l'enfant à la maison lui permet en fait de pouvoir faire face au monde extérieur. Face au monde extérieur. Confiance en ton éducation. Justement, ce n'est pas que j'ai confiance en mon éducation que je me dis que c'est mieux qu'elle aille en mariage. Je me dis que c'est mieux qu'elle aille en mariage. Mais si elle ne veut pas aller en mariage, est-ce que tu vas la forcer? Si elle ne veut pas, non, ça peut arriver. Si elle ne veut pas aller en mariage. Non, on s'écarte. On nous fait déjà les grands signes au niveau de la régie parce qu'il faut bientôt clôturer l'émission. Mais c'était là, je voulais rebondir juste avant. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de... Les mères célibataires. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que pour réussir l'éducation des enfants, les mères célibataires se doivent aussi d'être des exemples. Par exemple, vous ne pouvez pas vous plaindre peut-être d'avoir une fille Marie couche-toi là. Qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Parce que généralement, peut-être, oui, peut-être des statistiques montreront qu'il y a des exceptions, mais sinon, la fille ressemble généralement à sa maman. C'est vrai. Je pense que lorsque vous êtes une mère célibataire, si vous adoptez une attitude exemplaire, l'enfant va copier, je suis d'accord. Et en plus de votre éducation, donc qui est le dialogue, la correction, la rigueur, bien sûr, lorsqu'il se doit, bref, tout cela. Moi, je pense que il est inadmissible que vos enfants ne réussissent pas dans la vie, du moins mentalement, dans un terme peut-être de personnalité, de caractère. En attendant peut-être qu'ils trouvent un travail, ça dépend de vos moyens. Il est inadmissible que vous ayez des enfants, des truands dans la société. Mais si c'est que vous êtes là, comme vous êtes des mères célibataires, vous n'avez de compte à rendre à personne. Montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Les enfants voient ça. Donc ce qui est sûr, c'est que demain après, peu importe ce que vous allez dire à votre fille, elle va reproduire ce que vous faisiez. Elle va même vous dépasser. Les garçons aussi, n'en parlons pas. Donc c'est ce que j'avais envie d'ajouter à ces mamans célibataires que moi j'encourage énormément parce que comme je vous ai dit, je suis le produit d'une éducation monoparentale. D'accord, merci beaucoup Stella. Fadima, tout ton dernier mot sur le sujet. Oui, moi je voudrais ajouter avec ce que Stella a dit que le plus gros challenge des mères célibataires, c'est d'élever un enfant garçon. C'est un très gros challenge vraiment. Si vous réussissez, si vous me regardez à la maison, si vous êtes mère célibataire, que vous avez réussi à bien encadrer votre enfant garçon, je précise, et qu'il est aujourd'hui une grande personnalité, ou alors qu'il a réussi aujourd'hui, entre guillemets, je vais vous tirer vraiment un gros coup de chapeau parce que c'est pas vraiment facile en tant que mère célibataire d'être sans père, parce que c'est généralement le père dans un foyer, dans une maison, qui encadre ses fils. Mais si vous avez pris la place de cet homme-là, vous êtes vraiment une femme à féliciter. Donc moi, c'est ce que je voulais dire pour sortir. D'accord, merci Fadima. Comme j'aurais voulu te demander si pour les jeunes mères qui ont encore des petits garçons, quel est peut-être le conseil que tu aurais pu leur donner pour encadrer bien et qu'ils deviennent des grands hommes demain?
Bon, pour les jeunes mères qui ont encore des enfants, des petits garçons, le conseil que moi je pourrais donner est très simple. Il faut juste être très rigoureuse, très catégorique, c'est très important. Il ne faut pas montrer les dents parce qu'avec les garçons, on ne devait pas choyer les garçons, dorloter. Donc c'est la fille qu'on peut dorloter à la rigueur. Dorloter, mais le garçon, il faut être dur pour qu'il sente que la vie est dure. Nous sommes au Cameroun, c'est dur. D'accord. Nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, c'est dur. Au Cameroun, c'est dur. Il faut montrer que c'est dur. La vie, c'est la bastonnade. La vie, c'est la bastonnade. Oui. Ne donnez pas facilement de l'argent à l'enfant garçon. Ce n'est pas que vous devez laisser l'enfant sans manger, mais il faut montrer à l'enfant que, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le temps de rire quand je prononce le mot dur, alors que je suis sérieuse, c'est vraiment très dur. Moi, je parle parce que là où moi j'ai vécu, mes voisins, c'était dans une famille où il y avait un seul garçon. On a tellement délaissé les filles et choisi ce garçon qu'aujourd'hui, ce sont les filles qui aident les parents. Et le garçon même, il n'est rien du tout. Vous voyez? Donc, je parle en connaissance de cause. Il faut vraiment être très dur avec les garçons. J'insiste sur ça. Ne donnez pas facilement de l'argent à votre enfant garçon. S'il a même déjà 6 ans qu'il est à la maison, laissez les filles, ne donnez pas la vaisselle aux filles, la lessive aux filles. Donnez ça aux garçons. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils sentent qu'il n'est pas bon voyage ici. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Au Cameroun. Et au Cameroun, et puis c'est dur. Merci beaucoup, Fatima, tout très bon conseil. Alors, Merveille, on finit avec toi. Voilà. Moi, je suis maman colon. Hein. J'ai des anciennes méthodes dans la tête. Chez moi, il y a... Non, je ne suis pas au Moyen-Âge. Je dis en termes d'éducation, c'est-à-dire avec la sévérité. Voilà. Que ce soit fille ou garçon, il faut être strict. Ça, c'est mon credo. Je ne montre les dents avec personne. Quand tu gâtes, je gâte aussi. Quand tu fais bien, je t'encourage. Je te dis félicitations. De temps en temps, j'appelle mon bébé, ça va. Mais dès que tu gaffes, je tire la chicotte et je te fouette. Correctement et bien, mais aux fesses. Je ne fouette pas partout pour que ça fasse un genre. Pas de maltraitance, c'est correction. C'est de ça qu'on parle. On parle de correction, on ne parle pas de maltraitance. Donc, vraiment, chère maman, vous qui êtes comme moi, parce que je suis dans la même situation. Elle est dans votre rire. Il faut... si vous étiez en train de chuchoter ou bien choyer vos enfants, il faut arrêter. Il faut stopper tout de suite parce que cette attitude-là va conduire à leur perte. Tout au contraire, il faut être sévère, leur montrer que tout n'est pas acquis, mais en même temps, il ne faut pas les laisser démunis. Donc, il faut savoir faire le juste milieu pour qu'ils comprennent dans leur tête que maman est seule, maman se bat pour nous et on ne doit pas la décevoir. En fait, c'est tout ce que j'avais à dire ici. Je pense que vous avez tout dit, vous avez dit tellement de choses intéressantes et importantes que pour une femme qui n'a pas encore eu la chance d'être mère, à vous écoutant, on s'est dit, voilà, je sais déjà quelle attitude adopter lorsque j'aurai des enfants, que ce soit Stella, Fadima, tout, Merveille, toutes vos réactions ont été pertinentes et que les mamans qui sont en train de nous écouter, que vous soyez célibataire ou non, parce qu'il y a des femmes même lorsqu'elles sont mariées, parce qu'elles ont peut-être des maris gendarmes qui ne sont pas toujours là, elles ne savent pas que l'éducation de leur enfant repose sur elles et qu'elles sont un petit peu comme les femmes célibataires, sauf qu'elles ont les hommes leurs maris qui sont là pour les soutenir, mais pas tout le temps. Donc j'espère que vous avez très bien assimilé les conseils qu'on vous a donnés sur ce plateau et c'est avec un réel plaisir aussi, un petit peu de tristesse que voilà, je me trouve dans l'obligation d'y mettre un thème parce que voilà, c'est le moment pour nous de libérer le plancher. De la manière, on nous chatte de la manière la plus polie et la plus gracieuse qui soit. C'est largement pour nous de libérer le plancher, on nous a dit. Donc, merci beaucoup les filles, merci Stella, merci Merveille, merci Fadimatou. On se dit à mercredi prochain pour encore plus de love, plus de conseils pour nos ladies et aussi pour nos hommes qui nous regardent. Restez en compagnie des programmes sur Horizon 3 Télévision et gros bisous à vous.